m'appelle Christian Andry. Je suis professeur au département de biochimie, microbiologie et bioinformatique à l'Université Laval, à la Faculté de sciences et génie. Donc, j'ai fait mon bac ici à l'Université Laval, en biologie. Et ensuite, j'ai fait une maîtrise ici aussi en biologie sur la génétique des populations de saumon avec Louis Bernatchez, qui était professeur ici au département de biologie à l'Université Laval. Et par la suite, j'étais hésitant, je ne savais pas si je voulais continuer en recherche. Donc, j'ai appliqué pour des emplois à différents endroits. J'avais quand même une idée que peut-être je voulais faire un doctorat. Donc, j'ai choisi d'appliquer à deux universités où il y avait des laboratoires qui m'intéressaient, qui travaillaient sur un sujet qui m'intéressait à ce moment-là, qui est très différent de ce que je fais maintenant, qui était la formation des espèces, comment des nouvelles espèces apparaissent. Donc, c'est ce que je voulais faire au doctorat. Donc, j'ai appliqué à deux endroits, à l'Université Harvard à Boston, puis à l'Université de Rochester dans l'État de New York, près de Buffalo. J'ai passé les entrevues, finalement, j'ai été accepté aux deux endroits, donc je suis allé à l'Université Harvard. J'ai commencé à travailler sur les oursins de mer. C'est un modèle de spéciation dans le Pacifique. Et puis là, mon directeur de recherche, après un an, est parti à l'Université Stanford. Donc, j'ai changé d'équipe de recherche. J'ai recommencé mon projet de doctorat dans un autre laboratoire. Puis là, j'ai commencé à travailler sur des organismes modèles, sur la drosophile et la levure. Puis je m'intéressais à l'évolution de l'expression des gènes. Et donc, j'ai fini mon doctorat là. J'ai appris beaucoup de choses en biologie moléculaire, génomique, bioinformatique. Puis ensuite, je suis revenu au Québec, à Montréal. J'ai fait mon stage postdoctoral à l'Université de Montréal en biochimie, dans un laboratoire où je travaillais sur les protéines. J'ai travaillé sur différents aspects des protéines, certains aspects liés à l'évolution, d'autres non. Et puis ensuite, j'ai obtenu un poste de professeur ici à l'Université Laval. Un des sujets qui nous intéresse au laboratoire, c'est l'évolution de la résistance aux antimicrobiens. Donc, quand on utilise des antimicrobiens, des antibiotiques, des antifongiques, qu'on traite une personne qui a une infection, par exemple, éventuellement, c'est possible que des mutations apparaissent dans le pathogène qui vont conférer la résistance à cet antimicrobien. Et donc, parfois, la résistance apparaît, parfois la résistance apparaît pas. Parfois, c'est une résistance qui fait que le traitement ne fonctionne pas. Parfois, la résistance apparaît, mais le traitement fonctionne quand même. Nous, ce qu'on aimerait faire, c'est d'essayer de prédire ou de mesurer les probabilités que la résistance va survenir, que la résistance va apparaître. Et pour ça, bien, ce qu'on essaie de faire, c'est de quantifier puis d'identifier l'effet des mutations qui peuvent causer la résistance chez les pathogènes. Donc, on s'imagine que s'il y a peu de mutations dans un organisme qui peuvent causer la résistance, ça va prendre beaucoup de temps avant que la résistance apparaisse parce que la probabilité que les mutations apparaissent est relativement faible. S'il y a beaucoup de mutations qui peuvent causer la résistance, bien la probabilité que la mutation apparaisse va être plus grande et donc ça se pourrait que la résistance apparaisse plus rapidement. Ça, c'est en théorie, mais en pratique, on ne sait pas trop s'il y a vraiment des différences dans le nombre de mutations qui peuvent causer la résistance à un médicament ou l'autre. Donc, ce qu'on fait en laboratoire, c'est qu'on prend un médicament, on prend un microbe, et puis on crée dans le microbe, comme une levure ou une bactérie, toutes les mutations possibles qui pourraient exister dans le futur, dans le gène qui code pour la protéine qui interagit avec le médicament. Et donc, on sait que souvent, la résistance, elle vient du fait que le médicament, la molécule ne peut plus interagir avec la protéine. Et donc, on crée tous les mutants possibles, et puis on expose ces mutants-là au médicament, puis on dénombre quelle mutation cause la résistance et quelle mutation ne cause pas la résistance, ou même quelle mutation cause la résistance, mais quand le médicament est absent, cause un problème de croissance au microbe, ce qu'on appelle un compromis évolutif. Dans un cas, ça donne un bénéfice, mais quand le traitement ou la molécule est absente, ça cause un défaut de croissance chez le microbe. Et donc, on fait ça présentement pour plusieurs gènes, et puis on crée un catalogue de mutations qu'on associe à chaque fois avec la résistance ou avec un problème de croissance. Fait que là, on est capable de calculer dans un gène, c'est quoi la probabilité qu'une mutation survienne, puis que cette mutation-là va causer la résistance ou va causer seulement un défaut de croissance ou va causer la résistance et un défaut de croissance. Donc, maintenant, on est capable de quantifier ces aspects-là. Ce qu'on espère faire dans le futur, c'est d'utiliser ces données-là pour faire des prédictions. Pour l'instant, ce qu'on arrive à faire avec ça, par exemple, c'est de fournir ces données-là à la communauté scientifique. Comme ça, on est capable maintenant, à partir de séquences d'ADN de différents microbes, de voir si les mutations qui causent la résistance
existent, par exemple, avant qu'on entreprenne un traitement aux antimicrobiens. Comme ça, on pourrait, grâce à cette information-là, choisir quel antimicrobien on va utiliser pour un traitement, parce qu'on sait si des mutations de résistance existent déjà ou non dans les microbes qui causent l'infection. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait avec ce genre de données-là, mais notre intérêt, il est plutôt fondamental. On essaie de prédire qu'est-ce qui pourrait arriver dans le futur en créant toutes les mutations possibles déjà en laboratoire, puis en imaginant qu'une de ces mutations-là pourrait être ce qui va survenir dans le futur. Je peux vous donner un exemple qui est une méthode puis une approche expérimentale qui s'appelle l'évolution expérimentale, qui est en lien avec la résistance aux antimicrobiens. Donc, une des choses qui pourrait nous intéresser en biologie intégrative, c'est d'essayer de voir est-ce que quelque chose pourrait survenir dans la nature, étant donné certaines conditions environnementales. Donc, par exemple, quand on fait un traitement aux antimicrobiens, est-ce que c'est possible que la résistance évolue? Si la résistance évolue, est-ce que ça pourrait évoluer par quel type de mutation? Donc, ce qu'on peut faire en laboratoire, c'est de faire ce qu'on appelle l'évolution expérimentale, c'est qu'on peut créer en laboratoire des populations de microbes qui sont génétiquement identiques, soumettre ces populations-là, plusieurs populations en parallèle à une pression de sélection, qui est par exemple un antibiotique, et puis les laisser évoluer, puis voir dans le temps est-ce qu'il apparaît des mutations qui causent la résistance. Puis à la fin, ce qu'on pourrait faire, par exemple, c'est séquencer le génome du microbe, puis identifier les mutations qui ont causé la résistance. Et puis ça nous donne une idée de la vitesse à laquelle la résistance pourrait apparaître, et puis ça nous donne une idée de quelle mutation pourrait causer la résistance. Fait que cette méthode-là, de faire l'évolution en laboratoire avant que l'évolution se produise en nature, on appelle ça l'évolution expérimentale. C'est quelque chose d'assez courant en biologie intégrative parce qu'on s'intéresse, on intègre plusieurs niveaux de connaissances. On doit faire travail en microbiologie, on fait de l'évolution, donc on doit comprendre l'évolution. À la fin, on fait de la génomique parce qu'on séquence le génome. On essaie, souvent, ça se combine avec de la modélisation mathématique où on voit l'effet des mutations, on peut mesurer leur effet dans le temps. Donc, ça intègre plein de disciplines ensemble. Puis ça répond à une question qui est intégrative aussi parce que ça intègre l'environnement, le changement de l'environnement, la dynamique microbienne. Donc, ça intègre plein de sujets différents ou de disciplines différentes. Je pense que les grandes questions, c'est difficile de dire quelle sera la grande question dans notre domaine. Je pense que les grandes questions en sciences présentement, elles deviennent plus des questions scientifiques, elles deviennent des questions de société. Donc, on sait qu'on peut faire plein de choses en sciences maintenant, par exemple. On peut modifier génétiquement des organismes, des gens qui essaient de recréer des mammouths à partir d'éléphants, par exemple, en faisant des modifications génétiques. On peut modifier des gènes qu'on pourrait introduire dans la nature qui pourraient mener à la disparition d'une espèce entière, par exemple. Fait que toutes ces questions-là, ça devient des questions scientifiques. Comment est-ce qu'on peut le faire? Est-ce que c'est possible de le faire? Quel impact ça va avoir sur l'environnement? Mais la question la plus importante, c'est pas tellement est-ce qu'on peut le faire? Éventuellement, ça va être possible. La question, ça devient est-ce qu'on devrait le faire? Donc, je pense que dans mon domaine, les questions les plus importantes, en fait, elles ne sont plus des questions qui sont strictement scientifiques, elles sont des questions qui impliquent toute la société. Et c'est un défi parce que pour nous, on peut imaginer quelles conséquences ça va avoir, puis on a l'impression d'avoir une vision rationnelle de tout ça, mais quand on va à l'extérieur du domaine de la science, bien, ces questions-là, elles touchent différents aspects de la culture, des croyances, des aspects historiques aussi. Puis ça, c'est pas des choses avec lesquelles on est habitué de travailler en sciences. Donc, ces questions, je dirais que les grandes questions, si j'essaie de donner une réponse plus large, les grandes questions, ça va être comment intégrer les découvertes scientifiques et la méthode scientifique et technologique avec les besoins de la société, puis comment est-ce qu'on va déployer ces technologies-là pour qu'elles servent aux gens plutôt que de servir seulement à certaines personnes ou qu'elles servent seulement à combler nos besoins de curiosité puis de voir est-ce qu'on est capable de faire certaines choses. Donc, c'est là que je vois les grandes questions. C'est plus à l'interface entre la science et la société que juste en science.